Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur un sujet d'économie droit qui est tombé donc au bac STMG cette année dans les centres étrangers. Donc c'est tombé dans les centres étrangers, notamment africains. Et donc je voulais vous proposer ce sujet d'économie droit parce que vous allez voir qu'il n'était pas forcément très facile. Il est tombé sur des thèmes qui n'ont pas l'habitude de tomber d'habitude lors des examens. Donc on va voir un peu tout ça. Alors déjà, comme d'habitude, le sujet commence par le droit. Donc en droit, vous aviez donc comme d'habitude une situation juridique et quatre questions qui allaient avec. Je vous rappelle que le bac de droit, il fonctionne toujours de la même manière. Vous avez une situation juridique et quatre questions qui vous sont posées et qui sont toujours les mêmes. Première question, qualifier juridiquement les parties et les faits. Deuxième et troisième question, vous allez devoir défendre l'une et l'autre partie. Et puis, en dernière question, vous allez tout simplement devoir répondre à une question de cours et de réflexion. Donc, au bac métropole, vous aurez exactement les mêmes types de questions, il n'y aura pas de surprise. Et ces questions, elles vont découler d'une situation juridique comme celle-là. Alors, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans d'autres situations. Je vais vous résumer très brièvement ce qui était marqué dans ce sujet de bac. Alors, c'était une cliente en fait qui voulait installer des carreaux pour l'extérieur de sa piscine, hein, pour refaire les bords de sa piscine. Elle s'adresse donc à une entreprise qui s'appelle SARL Carrelage 2000. Et donc, lorsqu'elle rentre dans ce magasin, elle reçoit des conseils de la part du gérant du magasin qui s'appelle Monsieur Jumel. La cliente n'est pas tout à fait satisfaite vis-à-vis des avis et des conseils qu'il lui donne, et donc du coup elle décide elle-même d'acheter deux types de carreaux qu'elle va installer donc le long de sa piscine. Et en fait, quelques mois après, elle se rend compte que les carreaux, en tout cas un des deux lots de carreaux a été abîmé, notamment par le gel, et donc elle se rend dans l'entreprise pour essayer d'obtenir un remboursement parce qu'elle estime que les carreaux n'étaient pas aux normes. Et en fait, l'entreprise lui répond qu'elle ne lui donnera pas un remboursement parce que, tout simplement, ces carreaux qu'elle a achetés, ce lot de carreaux qu'elle a acheté, s'adressait à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Alors, on va commencer par travailler sur la première question. Première question qui, comme d'habitude, consiste à qualifier juridiquement les parties et les faits. Alors ici, vous aviez donc cette question, et je vous rappelle que cette question, il faut toujours mentionner un certain nombre de choses. Alors je vous rappelle rapidement la méthode. Quand vous devez qualifier les faits, vous devez rappeler, noir sur blanc sur votre copie, le nom des contrats, le nom des parties, les droits fondamentaux qui sont en jeu, les dommages éventuels subis par les parties, et enfin leurs prétentions, c'est-à-dire ce que réclame chacune des parties. Alors on va essayer de repérer tout ça dans votre texte. Alors déjà, on va repérer les parties. Donc vous avez la cliente, Madame de Gouges, et puis l'entreprise, la SARL, Carrelage 2000. Alors on va évoquer également dans notre résumé Monsieur Jumel, qui est donc le gérant de cette entreprise. Ensuite, on peut repérer que eh bien, elle emporte chez elle les carreaux une fois qu'elle les a achetés, après la signature du contrat. Donc là, ici, on va évidemment reconnaître un contrat qui, en l'occurrence, va être un contrat de vente. Troisième chose qu'on remarque, c'est donc un droit fondamental qui est en jeu, qui est l'obligation de conseil et l'obligation d'information. C'est-à-dire que le client va avoir le droit à avoir une information et un conseil de la part du vendeur. Donc ça aussi, il va falloir qu'on le mentionne dans notre résumé. Et puis, on peut remarquer également, évidemment, que le Madame de Gouges a subi un dommage matériel, puisque les carreaux qu'elle a achetés ont été fissurés, notamment donc par le gel. Dernière chose qu'on remarque dans ce cas, c'est que du coup, ces carreaux n'étaient pas adaptés à l'utilisation en extérieur, d'après l'entreprise. Donc ce qu'elle va réclamer derrière, cette entreprise, c'est évidemment le fait de ne pas rembourser la cliente. À l'inverse, la cliente, elle, va réclamer un remboursement. Donc ça aussi, la prétention des parties, il va falloir qu'on l'inscrive dans notre résumé. Alors, voilà ce que ça va donner dans le détail. Voilà ce que je vous propose comme correction. Donc Madame de Gouges souhaite rénover les bords de sa piscine, hein, on explique rapidement quand même les faits, hein, même s'il n'y a pas de qualification ici. Elles seront alors dans l'entreprise SARL Carrelage 2000 pour y trouver des carreaux. Le gérant de l'entreprise, Monsieur Jumel, la guide dans son choix en raison de son obligation d'information et de conseil. Donc là, ça, je l'ai surligné en rouge parce que c'est un droit fondamental qui est en jeu, et donc il faut que vous le mentionniez. Il y avait certainement des points dessus. Mais Madame de Gouges juge ces conseils insuffisants. On continue. Elle décide alors, par sa propre démarche, d'acheter deux lots de carreaux. Elle conclut donc un contrat de vente. Contrat de vente, il fallait que ça apparaisse, puisque c'est un contrat, où elle est l'acquéreur et où la SARL Carrelage 2000 est le vendeur. Là aussi, il faut que ça apparaisse sur votre copie, puisque là, c'est le nom des parties. Je vous rappelle que dans un contrat de vente, vous avez un vendeur et vous avez un acquéreur. Nous avons donc un contrat de consommation
Madame de Gouges étant le consommateur et l'entreprise le professionnel. Ça, vous avez dû le voir, hein, quand il y a un contrat déséquilibré, c'est-à-dire où il y a une personne qui s'y connaît plus que l'autre, on appelle ça un contrat de consommation. La personne qui est donc l'acquéreur, on va l'appeler le consommateur, et l'entreprise qui vend, c'est le professionnel. Et puis donc pour terminer, on va dire que quelques mois après, un des deux lots de carreaux est fissuré en raison d'un fort gel. Madame de Gouges a donc subi un dommage patrimonial matériel et retourne dans l'entreprise SARL Carrelage 2000 et souhaite obtenir un remboursement. L'entreprise lui rétorque que le lot fissuré était un lot de carreaux fait pour l'intérieur et refuse donc de la rembourser. Donc là, vous voyez, dans le dernier paragraphe, j'ai mentionné la prétention des parties, c'est-à-dire ce qu'elles réclament. Si vous avez mis tout ce que j'ai mis en rouge dans votre résumé, dans ce sujet, vous aviez tous les points pour cette question, puisque je vous rappelle que la manière à laquelle on note cette première question en droit, c'est on repère si vous avez mis les mots-clés qu'on attend de vous. Donc, dans cette question, quand vous aurez votre sujet de bac métropole, il faudra bien que vous fassiez attention quand vous relisez à ce que vous ayez mis donc tous les mots-clés qu'on attend de vous. Donc, les contrats, les parties, les droits fondamentaux en jeu, la prétention des parties, etc., etc., et éventuellement les dommages s'il y en a dans votre cas. Ensuite, on va passer aux questions où il fallait défendre l'une et l'autre personne. Alors, je ne vais pas vous proposer tous les arguments juridiques, d'accord, parce que ça prendrait trop de temps. Je vais vous proposer un argument par partie. Par contre, je vais simplement vous montrer au début sur quel document vous pouvez vous appuyer pour trouver tous les arguments. Alors, pour défendre Madame de Gouges, vous aviez le premier document qui vous présentait des articles du Code civil. Alors, vous aviez notamment l'article 1104, où on vous disait que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Donc là, la bonne foi pouvait être utilisée pour montrer que Madame de Gouges avait subi un préjudice, puisque, a priori, les vendeurs n'ont pas été de bonne foi en lui vendant ces carreaux, même s'ils savaient que ça s'adressait à l'intérieur et non pas à l'extérieur pour une piscine, par exemple. Ensuite, vous aviez un autre article qu'on mentionnait, à l'article 1112-1, où on vous disait que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement doit informer l'autre partie. Donc là, évidemment, on va pouvoir aussi en discuter dans cette question 2. Et puis, par rapport au bien qui est vendu, on vous disait que il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat. Donc là, selon cet article, il fallait montrer que le vendeur devait absolument informer le consommateur des caractéristiques du bien qu'il achète. Et donc, pour pouvoir trouver des arguments pour Madame de Gouges, vous pouviez éventuellement dire que le vendeur n'avait pas suffisamment insisté sur ces informations. Alors, un dernier document sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer sur cette question 2 et sur lequel je vais insister et je vais vous proposer l'argumentation complète, parce que c'est souvent un document par lequel vous passez à côté, parce que c'est le document le plus difficile à comprendre. Vous aviez une décision de justice, hein. Le dernier document de ce sujet de droit, c'était une décision de justice, donc on va le regarder ensemble et on va faire une argumentation par rapport à ça. Donc c'était un arrêt de la Cour de cassation. La Cour de cassation, donc, elle jugeait une affaire qui avait déjà été jugée donc par un premier tribunal et une cour d'appel, et la Cour de cassation, elle affirme notamment dans ses décisions que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu. Vous voyez que ce paragraphe il est très important puisque dans notre situation, Madame de Gouges, elle voulait des carreaux pour l'extérieur puisqu'elle les voulait pour sa piscine. Sauf qu'elle a acheté au final des carreaux pour l'intérieur. Alors que, on vous dit que selon le droit, le vendeur professionnel, il est obligé avant la vente d'une obligation de conseil qui lui impose, qui donc l'oblige, de se renseigner sur les besoins de l'acheteur. Ce qui a priori n'a pas été bien fait ici dans notre situation. Et on vous dit à la fin de la décision que, en statuant ainsi, sans constater que le vendeur s'était informé des besoins de Monsieur S et en particulier de la charge utile qui lui était nécessaire pour mener à bien son projet de voyage, la Cour d'appel avait violé le texte susvisé. Donc vous allez pouvoir vous en servir pour montrer que, ce vendeur professionnel, il est obligé de s'informer de ce que veut faire son client avec les biens qu'il veut acheter, et du coup de le conseiller par rapport à ça. Alors, dans le détail, voilà ce que je vous propose comme argumentation. Donc, je vous rappelle que l'argumentation, elle se fait toujours en 3 étapes en droit. Vous allez devoir d'abord citer un extrait de document. Ensuite, vous allez devoir montrer que l'extrait du document que vous avez cité s'applique à notre situation juridique. Et enfin, vous allez pouvoir proposer une conclusion. Si vous voulez un peu plus de détails sur ce type de raisonnement, j'ai fait une vidéo il y a un certain temps, il y a à peu près 3 ans, sur ce qu'on appelle le raisonnement syllogistique. C'est ce qu'on appelle le raisonnement syllogistique ici. Alors, ici, je vous propose l'argumentation suivante. Selon l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2022, donc c'est le document que je viens de vous montrer,
le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation, c'est-à-dire le lien entre le bien qui lui est proposé et l'usage qui en est prévu. Et là, je passe à la deuxième étape qui est toujours la plus importante dans votre argumentation. Développez bien cette deuxième étape que j'ai mise en rouge pour bien montrer que notre situation s'applique à la règle qu'on vient de citer. En l'espèce, la SARL Carrelage 2000, par le biais de Monsieur Jumel, savait que la cliente voulait des carreaux pour l'extérieur qu'ils étaient destinés au bord d'une piscine. En raison du statut de professionnel, la SARL connaissait le fait que ces carrelages vendus étaient destinés à l'intérieur et non pas à l'extérieur, ce qu'ignorait certainement Madame de Gouges, qui en tant que consommatrice dispose de moins d'informations que son co-contractant. La SARL aurait dû donc informer Madame de Gouges que les carreaux qu'elle avait achetés n'étaient pas destinés à cet usage. Donc là, vous voyez, j'ai montré que ce que j'ai dit en noir ici, ça s'applique à notre situation. Ça va servir à Madame de Gouges pour trouver un argument. Autrement dit, le vendeur professionnel n'a pas suffisamment informé sa cliente que les carreaux n'étaient pas utilisables pour une piscine. Donc, la SARL Carrelage 2000 n'a pas respecté son obligation d'information et doit donc rembourser Madame de Gouges. Donc voilà un des arguments qu'on pouvait trouver pour cette deuxième question. On passe à la troisième question qui consistait évidemment donc à trouver les arguments pour cette fois-ci l'entreprise. Donc je vous ai mis à nouveau donc tous les documents dont vous pouviez vous servir. Alors je vous rappelle qu'à la fin de vos deux questions d'argumentation, il faut que vous ayez utilisé toutes les annexes. Pour savoir si vous avez trouvé tous les arguments, vérifiez que vous avez bien utilisé toutes les annexes, ça c'est une petite astuce que je vous donne. Alors ici par exemple, un des documents dont vous pouvez se servir, c'était le contrat. Le contrat qui était passé entre donc Madame de Gouges et la SARL. Et on voyait que dans l'article 1, c'était bien précisé qu'elle avait acheté, regardez, du carrelage pour l'intérieur, et non pas pour l'extérieur, ce qui correspond au deuxième lot qu'elle avait acheté. Donc, ils avaient bien précisé dans le contrat que les carreaux qu'elle avait achetés en premier lieu étaient destinés à l'intérieur. Donc, ils ont bien a priori respecté leur obligation d'information. Je vous ai mis aussi d'autres articles qu'on aurait pu trouver pour argumenter et pour trouver d'autres arguments. Alors, moi, je vais me servir donc de ce que je viens de vous dire, pour vous montrer une argumentation complète. Alors, je reprends l'article du Code civil que je vous ai cité tout à l'heure, l'article 1112-1 du Code civil. Selon cet article, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information. En l'espèce, donc dans notre cas, la SARL a bien informé dans le contrat de vente que le premier lot de carreaux était destiné à l'intérieur, ce qui montre qu'elle a respecté son obligation d'information. Donc, la SARL n'est pas en tort et n'a pas à rembourser l'acquéreur. Voilà un premier argument qu'on aurait pu trouver en faveur de l'entreprise. Donc encore une fois, il y en a d'autres, je ne vais pas tous les détailler dans cette vidéo, sinon ce serait trop long. Je vous ai mis donc précédemment les documents sur lesquels vous pourriez vous appuyer. Allez, je termine cette première étape de ce sujet par donc la dernière question de droit, où on vous demandait pourquoi le droit prévoit-il une obligation d'information lors de la formation du contrat. Donc vous voyez, question de cours et de réflexion. Alors, ce qui est bien pour cette question, c'est de commencer par une définition des termes du sujet. Donc, vous allez devoir définir ici ce que c'est l'obligation d'information. Donc, c'est l'obligation pour le professionnel de donner toutes les informations dont a besoin le consommateur afin d'utiliser correctement le produit et afin de consentir au contrat de manière éclairée et libre. Et puis, vous allez devoir aussi définir la formation du contrat, c'est-à-dire notamment donc la phase de négociation et l'échange des consentements. Donc tout ça, ça doit figurer normalement dans votre cours que vous avez vu cette année. Une fois que vous avez fait cette définition, vous allez pouvoir donc trouver vos arguments, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'en droit on a prévu une obligation d'information. Alors voilà quelques arguments qu'on aurait pu trouver en vrac. Donc déjà, ça permet d'éviter les vices du consentement. Je vous rappelle qu'en droit, vous avez vu qu'il y avait 3 types de vices du consentement, les erreurs, le dol et la violence. Ça permet, l'obligation d'information, d'éviter l'erreur, c'est-à-dire se tromper sur le contenu du contrat, et puis ça permet aussi d'éviter des manipulations par rapport à des éléments essentiels du contrat, ce qu'on appelle le dol. Alors ça ne permet même pas d'éliminer la violence, par contre, puisque la violence n'a rien à voir avec l'obligation d'information. Deuxième argument, c'est que beaucoup de contrats en droit sont déséquilibrés, c'est-à-dire qu'une des parties a plus d'informations que l'autre. Ici, c'est notre cas. La cliente, elle n'est que consommatrice, donc elle n'est pas spécialiste des carreaux. C'est le professionnel qui va détenir plus d'informations qu'elle. On va donc obliger cette partie, donc ce professionnel,
à informer le concontractant pour rétablir l'équilibre du contrat. Alors pourquoi est-ce que c'est important de rééquilibrer le contrat? Parce que le professionnel, comme il dispose de plus d'informations sur les carreaux que sa cliente, il va peut-être pouvoir essayer d'en profiter, essayer de vendre des produits à la consommatrice qu'elle n'aurait pas envie d'acheter, ce qui était le cas ici d'ailleurs. Donc, on met en place cette obligation d'information pour éviter cette situation-là. Dernier argument qu'on aurait pu trouver pour cette question, c'est que, eh bien, si jamais il n'y avait pas cette obligation d'information, il y aurait des risques importants pour le consommateur. Encore une fois, le consommateur, il ne connaît pas grand-chose de ces objets qu'il achète. Donc, s'il n'y avait pas l'obligation d'information, il y aurait peut-être des problèmes de sécurité quand il va utiliser ce bien, ou alors des problèmes de sécurité alimentaire. Je vous rappelle que, par exemple, les supermarchés qui vous vendent de l'alimentaire, ils sont obligés de mettre, par exemple, en place une obligation d'information par rapport aux ingrédients. Et donc ces ingrédients, ça va permettre, par exemple, d'éliminer les risques d'allergie. Donc vous voyez que l'obligation d'information, elle est aussi importante par rapport à la sécurité du consommateur. Donc voilà ce qu'on aurait pu trouver donc pour cette première étape qui valait 10 points et qui correspondait donc au droit. Je vais passer maintenant donc à la partie économique qui là aussi n'était pas forcément évidente parce qu'elle tombait sur le tout premier chapitre que vous avez vu en terminale. Et c'est vrai que c'est pas forcément un sujet très classique, donc je voulais revenir avec vous sur ce sujet. Alors ici, donc très classique, vous commenciez par des questions d'analyse. Alors vous remarquez qu'il n'y en avait que 3. D'habitude, vous en avez 4 de questions d'analyse, c'est-à-dire d'analyse de documents. Je pense que pour le bac métropole, vous aurez 5 questions en tout, 4 questions d'analyse et la question d'argumentation. Là, il n'y avait que 3 questions d'analyse, c'est comme ça peut arriver. Alors, ici, on va commencer par la première question. On vous demandait de distinguer les notions de bien collectif et de bien commun. Alors, pour vous servir de cette question, il fallait regarder notamment l'annexe 4. On avait un document qui vous expliquait ce que c'était un bien commun et comment est-ce qu'on pouvait le distinguer d'un bien collectif. Alors, les biens communs, on vous explique dans ce document que c'est donc des biens qui présentent une non-exclusion d'usage, mais une rivalité. Alors ça, vous avez dû le voir en cours. Les biens publics ou biens collectifs que vous avez vu en cours, c'est des biens qui sont non excluables par les prix et non rivaux. Alors, ça veut dire quoi? Les biens publics ou biens collectifs, c'est des biens qu'on ne peut pas faire raisonnablement payer à leurs utilisateurs. Donc ça, c'est non excluable par les prix. Et c'est des biens qui ne sont pas rivaux non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais une personne utilise ce bien, ça n'empêchera pas une autre personne de l'utiliser en même temps. Ça, c'est ce qu'on appelle la non-rivalité. Donc quand vous avez à la fois non-rivalité et non-excluabilité par les prix, vous avez ce qu'on appelle un bien collectif. Exemple, un lampadaire. Un lampadaire, vous n'allez pas faire payer quelqu'un qui passe sous le lampadaire et qui se sert de la lumière. Vous n'allez pas pouvoir mettre en place un système dans lequel les passants sont obligés de mettre une pièce à chaque fois qu'ils passent sous un lampadaire. Et pareil, si vous utilisez la lumière de lampadaire, ça ne vous empêchera pas une autre personne de l'utiliser également. Donc vous voyez bien que ici, on est face à un bien collectif. Il est non excluable par les prix, et il est non rival. Les biens communs, dont on parle dans ce document, c'est un peu différent. Ils sont non excluables par les prix également, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire raisonnablement payer leurs utilisateurs de l'utilisation de ces biens, mais par contre, ils sont rivaux, c'est-à-dire que si une personne utilise déjà ce bien commun, ça va dégrader l'utilité des autres personnes qui voudraient utiliser ce bien. Donc c'est ça qu'il fallait discuter dans cette première question. Donc les biens communs, si je résume, c'est des biens qui sont non excluables par les prix, mais qui sont rivaux. Donc voilà la réponse qu'on pouvait proposer. Les biens collectifs sont des biens non rivaux et non excluables par les prix. La non-rivalité veut dire qu'ils peuvent être utilisés par plusieurs agents à la fois sans altérer l'utilité des agents, alors que la non-excluabilité par les prix désigne le fait qu'on ne peut pas raisonnablement faire payer un agent pour l'utilisation de ce bien. Et donc après, pour la suite de votre réponse, vous pouviez dire que les biens communs, au contraire, sont non excluables par les prix, mais ils sont rivaux. C'est-à-dire que on va pouvoir les utiliser, mais les autres agents qui vont vouloir l'utiliser, ça va poser problème. Il va y avoir un épuisement des ressources, et puis une baisse de l'utilité pour les autres agents. Alors, on vous donne des exemples de biens collectifs tout au long des documents, pour que vous voyez un peu à quoi ça correspond, et puis on vous donne aussi des exemples de biens communs. Donc un bien collectif, je vous avais dit tout à l'heure, c'est par exemple un lampadaire, et puis un bien commun, c'est par exemple une route qui est congestionnée, c'est-à-dire une route encombrée. Une route, c'est effectivement quelque chose où vous n'allez pas pouvoir faire payer leur utilité, sauf si c'est une autoroute, mais par contre, si elle est congestionnée, s'il y a beaucoup de voitures dedans,
bah du coup ça va altérer l'utilité des conducteurs. Ensuite, deuxième question qu'on vous demandait, c'est repérer les externalités négatives de l'activité humaine sur l'environnement en France. Alors, ici c'est pareil, il y avait un mot-clé qu'il fallait bien maîtriser pour pouvoir répondre correctement à cette question, c'est les externalités négatives. Donc je vais commencer par vous redonner les notions du cours par rapport à ça. Alors, si vous avez vu ma vidéo sur l'économie, vous avez dû voir que une externalité négative, c'est une situation où un agent affecte le bien-être d'un autre sans que cet agent ne soit pénalisé. C'est-à-dire que vous avez un agent qui fait quelque chose, par exemple il consomme un bien ou alors il produit quelque chose si c'est une entreprise. Et il va dégrader le bien-être d'un autre agent, par exemple d'un autre ménage, sans que il ne soit pénalisé, par exemple, par le prix. Ça, c'est ce qu'on appelle une externalité négative. Exemple tout simple, vous avez une usine, d'accord? Cette usine, elle produit, mais du coup, elle pollue. Et donc, ça va dégrader l'environnement autour, et donc ça va, par exemple, pénaliser les agents qui habitent dans les environs. Ça, c'est une externalité négative. Donc, ce qu'on vous demandait, c'était une liste de ces externalités négatives qu'on trouvait dans les documents. Alors là, quasiment tous les documents en parlaient. Par exemple, l'annexe 1 nous montrait plein d'exemples d'externalités négatives. Donc, vous voyez, vous aviez les déchets radioactifs, le bruit, les problèmes par rapport donc à l'eau, au sol, etc., etc. Dans l'annexe 2, vous aviez le problème des forêts, hein, l'impact par exemple des usines sur les forêts, et puis dans le document 3, vous aviez les problèmes vis-à-vis des ressources côtières, c'est-à-dire les ressources dans l'eau. Donc là, par exemple, vous pouviez citer dans cette question 2 l'externalité négative du dépôt des déchets, la pollution sonore, l'impact sur la biodiversité dans les forêts et dans les eaux, l'impact sur l'eau, donc la pollution et aussi la sécheresse, et enfin la pollution de l'air. Question 3, très classique, on vous demandait une analyse de graphique ou de tableau de chiffres. Vous aviez les deux ici. Vous savez qu'au bac, vous aurez forcément une des annexes qui sera un tableau de chiffres ou une courbe, et très souvent vous avez une question dessus, c'est-à-dire une question dans laquelle on vous demande d'analyser l'évolution des indicateurs. Alors ici, on vous demandait donc de commenter l'évolution des postes de dépenses de la protection de l'environnement en France. Donc il fallait surtout vous servir de ce tableau à gauche, puisqu'on vous précisait en fait l'évolution de ces postes entre 2000 et 2019. Alors attention, il fallait calculer donc une évolution, mais vous voyez qu'on a déjà affaire à des pourcentages. Donc c'est pas la formule que vous utilisez d'habitude, c'est pas VA moins VD sur VD fois 100, puisque ça permet de calculer un taux d'évolution. Ici, on va vouloir calculer des points de pourcentage d'évolution. Il fallait tout simplement faire VA moins VD, c'est-à-dire la donnée de 2019 moins la donnée de 2000. Voilà, donc là je vous ai proposé quelques réponses. Donc on remarque que certains postes de dépenses de protection de l'environnement ont vu leur taux de contribution baisser entre 2000 et 2019. C'est le cas notamment de la lutte contre le bruit. Donc la lutte contre le bruit, vous voyez qu'on est passé de 5,4% à 4%, soit une baisse de 1,4 points. Vous faites 4 valeurs d'arrivée moins la valeur de départ 5,4, vous obtenez moins 1,4 points. Pareil pour la recherche et développement. Donc recherche et développement, on est passé de 10,8 à 7,7, soit une baisse de 3,1 points. Et enfin, la gestion des eaux usées, où on est passé de 33,1 à 25%, c'est-à-dire une baisse de 8,1 points. Alors à l'inverse, cette baisse est faite au profit d'autres postes qui ont vu leur contribution augmenter. C'est le cas de la protection de l'air et du climat. Donc la protection de l'air et du climat, vous voyez qu'on est passé de 5,1 à 6,8%, c'est-à-dire une hausse de 1,7 points. Pareil pour la protection des sols et des eaux, plus 2,4 points. Ou enfin, la gestion des déchets, plus 6,2 points. Donc celle-là, il fallait surtout la mentionner parce que c'est là-dessus que l'évolution était la plus spectaculaire. Alors, un petit dernier mot quand même qu'on pouvait dire par rapport à ce document de droite, il vous présentait en fait le poids de chaque type d'organisation dans la protection de l'environnement. Donc en noir, vous aviez l'État, en blanc, vous aviez les entreprises, et en gris, l'Europe. Et puis les ménages aussi, qui étaient un peu mélangés dedans. Puisque donc en fait, l'Europe, excusez-moi, pardon, en fait, les ménages sont ici, d'accord, en gris, et en fait, en plus foncé, vous aviez l'Europe. Donc ici, vous pouviez dire, notamment, ce qu'on remarquait, c'est entre 2009 et 2019, le poids de l'impact en fait des entreprises dans la lutte contre, pour la protection de l'environnement plutôt, eh bien, ce poids des entreprises a augmenté. Donc on remarque que dans l'ensemble, l'État cherche à augmenter la contribution de la lutte contre les externalités négatives, vu à la question précédente, mais
son poids diminue. C'est-à-dire qu'on est passé de 34,2% en 2009 à 30,6% en 2019. Là encore, vous pouviez calculer l'évolution en termes de points. Donc l'État a baissé de 3,6 points par rapport à ça, alors que les entreprises ont gagné 2,9 points. Donc quand vous avez une question sur les graphiques, essayez de bien calculer ces taux d'évolution. Donc la plupart du temps, vous allez devoir faire VA moins VD sur VD fois 100 et obtenir des pourcentages d'évolution. C'était pas le cas ici, puisqu'on avait déjà des pourcentages. Il fallait donc calculer des points de pourcentage d'évolution. Allez, dernière question, qui est évidemment la question la plus importante de votre sujet, droit et éco confondus, c'est la question d'argumentation en économie. Et donc cette fois-ci, ça portait sur l'intervention de l'État français permet-elle de protéger les biens communs? Alors, comme d'habitude, vous savez que pour cette question, vous devez toujours faire une introduction. Cette introduction, c'est mieux de la commencer par une accroche pour attirer l'attention de votre correcteur. Alors ça, c'est très simple, vous pouvez tout simplement utiliser une statistique que vous avez vue dans le sujet. Donc ici, par exemple, dans le document qu'on vient de regarder, on a remarqué qu'au total, en 2019, l'État français avait dépensé 54,4 milliards d'euros dans la protection de l'environnement, ce qui montre sa volonté de protéger les biens communs. Nous allons alors nous pencher sur l'efficacité de cette protection des biens communs par l'État français. Donc voilà une petite phrase qui permet de lancer notre sujet. Très important, je l'ai mis en rouge, il ne faut absolument pas passer à côté, vous devez définir dans votre introduction les termes du sujet, c'est-à-dire les termes économiques qui figurent dans la question. Donc là, il y a deux termes. Vous avez bien commun, évidemment, et l'intervention de l'État. Alors un bien commun, on l'a vu tout à l'heure, c'est un bien non excluable par les prix, et c'est également un bien rival, c'est-à-dire que l'utilisation de plusieurs agents de ce bien en même temps peut conduire à son épuisement ou peut baisser l'utilité de ces agents. L'intervention de l'État, on peut la définir comme étant l'ensemble des politiques, des réglementations et des budgets que l'État met en place dans un domaine. Donc, vous finissez votre introduction par rappeler votre problématique et annoncer votre plan. Donc, nous allons nous demander si l'intervention de l'État français permet de protéger les biens communs. Je vous rappelle que là, vous n'avez rien à faire. Il n'y a pas besoin de reformuler la problématique, vous la mettez telle quelle. Et là, vous remarquez que, comme d'habitude, votre question d'argumentation, c'est une question par laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et donc, du coup, votre plan, qui doit être la même idée au bac que vous aurez là dans 2 jours, il va falloir que vous mettiez une première partie dans laquelle vous répondez oui, et une deuxième partie dans laquelle vous répondez non, ou en tout cas vous limitez, vous nuancez vos propos. Donc dans une première partie, nous verrons que cette intervention a une certaine efficacité pour protéger les biens communs, et dans une deuxième partie, nous verrons les limites de l'intervention de l'État pour protéger ces biens communs. Alors, je vais vous donner un argument pour chaque partie. Comme tout à l'heure, je ne vais pas vous donner tous les arguments possibles, ça serait trop long sinon, là la vidéo est déjà suffisamment longue. Donc je vais vous montrer un exemple d'argument par partie, et je vais vous montrer qu'il faut toujours respecter cette méthode en 3 étapes que je vais vous proposer. Alors, un premier argument que vous pouvez trouver, c'est donc le fait que l'État met en place des réglementations, ce qui va obliger les personnes, les ménages, à protéger les biens communs. Donc la mise en place de réglementations pour dissuader les agents de commettre des externalités négatives vis-à-vis des biens communs sont efficaces. Alors là, je viens de faire une première phrase dans laquelle je viens de proposer mon argument de manière très résumée et en utilisant des mots-clés. Ces mots-clés étant réglementation et externalité négative. Cette première étape, c'est ce que j'appelle le concept économique. C'est une première phrase dans laquelle vous placez un mot-clé qui va vous permettre donc de répondre à la question. Dans la deuxième étape de l'argument, vous allez expliquer ce mot-clé que vous avez utilisé et vous allez montrer qu'il permet de répondre à la problématique. En effet, de fortes amendes sont mises en place en cas d'agissement qui menace les biens communs. Passer par le droit pénal ou un système de taxation permet de dissuader les agents de faire des externalités négatives, j'aurais pu ajouter ce qui consiste à dégrader le bien-être d'un autre agent sans que l'on soit pénalisé. On termine par un exemple, vous devez terminer vos arguments par un exemple pour illustrer votre propos. Donc par exemple, des réglementations ont été créées pour protéger les forêts publiques. Donc dans les documents, c'est expliqué que c'est géré par l'ONF. Un dépôt de déchets, par exemple, entraîne une lourde amende. Donc là, vous voyez que comme on propose des amendes aux personnes qui vont dégrader les forêts, eh bien l'intervention de l'État est efficace pour protéger les biens communs, parce que les personnes, du coup, vont être dissuadées de le faire. Dans la deuxième partie, il fallait donc montrer les limites de l'intervention de l'État français pour protéger les biens communs. Je vous propose aussi un argument par rapport à ça, en vous disant que, alors ça faisait appel notamment au document 5, si je me souviens bien, l'État français seul ne peut pas avoir une intervention efficace pour protéger les biens communs,
car ces biens communs dépendent souvent d'une dimension plus large, une dimension mondiale, avec ce qu'on appelle la recherche des biens publics mondiaux. Ça, c'est mon concept économique qui figurait dans le document 5. Alors là, j'explique mon argument. En effet, les biens communs ont souvent la particularité de n'appartenir à personne, et leur protection dépend donc de l'intervention de tous les États. On parlait des forêts tout à l'heure. L'état d'une forêt, ça dépend évidemment du pays dans lequel elle se situe, mais si la qualité de l'air n'est pas bonne, si par exemple on a trop de réchauffement climatique, l'état de cette forêt va être dégradé. Et vous savez que le réchauffement climatique, il ne dépend pas que de la France. Donc vous voyez que c'est ce que j'explique ici juste après. Si les autres États n'interviennent pas pour la protection des biens communs, alors l'intervention de l'État français aura des limites pour protéger ces biens communs. Et donc je finis comme tout à l'heure par un exemple. Par exemple, les eaux souterraines qui sont épuisables au vu des épisodes de sécheresse récents sont un bien commun que l'État français peut chercher à protéger, mais le réchauffement climatique est la cause de cette sécheresse, et ce réchauffement ne dépend pas que de l'intervention de l'État français. C'est la même chose, par exemple, pour la qualité de l'air, on aurait pu le prendre pour exemple aussi. Donc voilà un exemple d'argument que vous auriez pu trouver dans le grand 2. On termine par une conclusion. Vous savez que votre argumentation doit se terminer par une conclusion dans laquelle vous devez résumer ce que vous avez dit et puis proposer une ouverture. Donc l'intervention de l'État français a donc une certaine efficacité pour protéger les biens communs, notamment grâce à un budget important alloué à leur protection. Cependant, cette intervention a des limites, car cette protection dépend aussi de l'intervention des autres États. Donc là, j'ai résumé brièvement mon argumentation. Je termine par une ouverture, un sujet très proche, qui me permet de terminer par ça. On peut aussi se demander si l'intervention de l'État français est efficace pour encourager, au contraire, les externalités positives et non pas négatives. Donc vous voyez que là, j'ai ouvert mon sujet sur une question qui est très proche de la question qui m'était posée. Donc voilà la correction que je vous proposais donc pour ce sujet 2024 pour les centres étrangers. Je vous mets évidemment en description le lien vers le sujet complet pour que vous puissiez travailler dessus plus en détail. N'hésitez pas en commentaire à me poser les éventuelles questions que vous auriez par rapport à ce sujet. Je vous souhaite évidemment un très bon courage pour les épreuves qui arrivent très bientôt. Merci.